La Journée internationale des droits des femmes revient le 8 mars de chaque année pour souligner le travail parcouru par les femmes à travers le monde et pour rappeler les enjeux qui persistent dans l'atteinte de l'égalité entre les genres. Dans le cadre de cette journée, le Centre des femmes de Charlevoix a organisé une conférence portant sur la thématique de la charge mentale. C'est un sujet qui est en émergence. En fait, c'est un sujet universel et qui a toujours existé. Mais en fait, la charge mentale est en émergence depuis quelques années. Dans les discours publics? Oui. Dans les années 80, il y a eu des premières recherches en France qui ont défini c'était quoi. Puis en 2017, il y a eu en France une BD qui a fait fureur de Emma. Peut-être que vous la connaissez. Mais ça a fait fureur parce que ça pointait quelque chose, ça mettait le doigt sur quelque chose que les femmes vivent dans leur couple. Parce que là, pour l'instant, on va parler surtout en termes de couple hétérosexuel, traditionnel. Donc, une division du travail dans le couple qui est un peu traditionnelle, mais qui tend à changer, mais sur le fond, pas tant. C'est comme si le conjoint, le mari, devait être le stagiaire. C'est-à-dire, il attend qu'on lui dise quoi faire. Il y a une certaine meilleure, en guillemets, division, tendance à ce que la division des tâches soit un peu, en guillemets, meilleure. Les hommes vont faire la cuisine, vont s'occuper des enfants, tout ça. Mais au niveau de la charge cognitive, au niveau de l'organisation du travail, si on veut, dans la maison, c'est encore les femmes qui le font. L'espace que ça prend dans nos cerveaux. C'est ça. Penser à tout. C'est un petit peu ça. Les femmes doivent penser à tout. La liste d'épicerie, il faut faire ça, il faut prendre un rendez-vous pour ceci. Le petit a tel problème. Oui, il ne faut pas oublier de faire ceci, cela, remplir tel formulaire, etc. La conférencière invitée indique que cette gestion des responsabilités accentue les risques sur la santé des femmes. C'est une charge qui est très ressentie fortement par les femmes. Puis lorsqu'elles travaillent, lorsqu'elles ont une vie professionnelle en plus, ça va être encore plus lourd à porter. Parce que, évidemment, ça va avoir ça va avoir des conséquences sur la santé. Il y en a qui vont arriver en burn-out, ils vont être en dépression. Il y a différents effets sur la santé qui sont de plus en plus reconnus, mais qui vont être étiquetés souvent de problèmes de santé mentale. C'est dans ce sens-là qu'au niveau de l'analyse féministe de ce phénomène-là, on va dire que, premièrement, il faut examiner ça comme un enjeu social, que ce n'est pas un enjeu individuel. C'est pas « madame est perfectionniste », c'est pas « madame ne veut pas déléguer », même si les deux phénomènes existent, on s'entend, mais c'est pas une question individuelle, c'est une question qui est sociale, c'est une question qui est profondément culturelle aussi, qui est enracinée. C'est ça le poids de la chose, c'est que c'est pas facile à changer. Madame Mimaud souligne toutefois que des discussions avec les conjoints peuvent engendrer des réflexions et faire bouger les choses. C'est pas que les hommes ont de mauvaise volonté, c'est qu'ils se rendent pas compte. C'est comme quelque chose qui est enraciné et qui a été transmis de génération en génération. Les femmes s'occupent du soin, s'occupent de la famille, s'occupent que tout le monde aille bien, s'occupent de leurs parents, s'occupent des enfants. C'est le soin qui caractérise aussi les tâches des femmes. L'événement thématique a permis de rassembler des femmes de plusieurs générations. Je suis très contente de voir qu'il y a des jeunes, des moins jeunes. Les femmes plus âgées, traditionnellement, vont dans le centre de femmes. La clientèle des centres de femmes, souvent, c'est les femmes, je pense, 55 et plus, retraitées. Mais là, il y a des jeunes parce qu'elles se sentent interpellées clairement par le sujet. C'est évident parce que, comme je vous disais plus tôt dans l'entrevue, les femmes, lorsqu'elles deviennent mères, c'est là que ça leur apparaît grand comme ça, qu'elles le vivent. Isabelle Mimaud mentionne que la charge mentale peut également s'appliquer dans d'autres sphères de la vie des femmes. Ça peut être vécu au travail. Les femmes peuvent reprendre ce rôle-là, d'aider, d'être toujours, de prendre soin. Même dans le milieu universitaire, il y a des recherches qui montrent que même en milieu universitaire, elles vont prendre ce genre de tâches-là, de prendre soin de... L'administratif, oui. Le multitâche. Là. Oui, c'est ça. Puis aussi par rapport aux étudiants, il y a été une étude qui montre que les étudiants, leur attitude, ils vont en demander plus quand leur prof est une femme que quand leur prof est un homme. Ça, c'est intéressant aussi. Flore Bruno estime que l'activité a connu un grand succès.
Tout le monde était très content. Puis, comme vous voyez, on a eu un bon nombre de personnes qui sont venues aussi, là. Le Centre des femmes de Charlevoix participera à d'autres activités dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, dont une marche régionale à Québec ce samedi 8 mars 2025. Les intéressés peuvent consulter les réseaux sociaux et le site web de l'organisation pour en apprendre davantage. À TVCO, on vous a parlé beaucoup du territoire dans les dernières semaines. On a traité d'aménagement, notamment avec la MRC de Charlevoix. Aujourd'hui, on reçoit l'équipe de direction de la ZEC des Martres qui viennent nous parler avant une assemblée d'information qui aura lieu la semaine prochaine. Dominique Marcotte, président du conseil d'administration, Frédéric Guérin, directeur général. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, Martin. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je commencerai en faisant un état de la situation qu'on a entendu beaucoup parler dans la dernière année. La ZEC des Martres a fait couler beaucoup d'encre dans les médias. On va revenir sur ce que le ministère de l'Environnement vous a communiqué au cours des dernières années. En fait, vous avez dû vous conformer. Il y a un nouveau cadre réglementaire de la part du gouvernement du Québec qui a été adopté pour l'ensemble des ZEC qui ont un camping sur leur territoire. Faites-moi un petit bref historique de qu'est-ce qui est arrivé. Bien, je vais commencer tout d'abord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'aime, quand vous avez dit, il y a plusieurs années, effectivement, depuis 2003, le ministère a la volonté de faire une refonte du cadre qui vient légiférer au niveau des campings aménagés sur les ZEC. On a eu un premier cadre de référence là, qui est arrivé en 2013-2014. Dans le fond, ce cadre-là était très, très rigide. Là. Il y avait des normes qui étaient... Oui, c'était très, très rigide. Là. Les gens auraient dû sortir leurs équipements, des choses comme ça. C'était très contraignant pour les campeurs. Donc, aussitôt, la Fédération des ZEC Québec s'est mise sur le dossier pour travailler conjointement avec le ministère pour trouver déjà des assouplissements à ce cadre qui était extrêmement rigide. Donc, 2014-2015, les normes ont été assouplies. Après avoir eu des discussions entre les ZEC du Québec et le ministère, on a mis en place, on a envoyé des avis de conformité. À quoi les campeurs devaient se conformer pour garder un accès au territoire, justement, là? Dans le fond, c'est le cadre de référence qui a été travaillé, comme vous disiez tout à l'heure, c'est travaillé plutôt avec le ZEC Québec et puis le ministère. Évidemment, ils sont arrivés en 2015 avec le cadre qu'on connaît aujourd'hui. C'est encore un cadre qui est assez restrictif concernant nos membres campeurs, parce que les membres campeurs, avant ça, il y avait une certaine volonté, là, pas une certaine volonté, mais une certaine liberté de s'installer un peu comme bon leur semble. Puis certains de nos campeurs, on peut comprendre le mécontentement parce que certains ont eu des permis délivrés par la MRC. Il y en a qui plaidaient le droit acquis même, là. Effectivement. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a un cadre qui vient du ministère, mais si on prend le mot ZEC à la base, le C à la fin, c'est pour contrôler. C'est une zone d'exploitation contrôlée. Elle est contrôlée par le ministère et pas par les dirigeants, pas par moi, le conseil d'administration, pas par Frédéric non plus. Ça reste des terres publiques. C'est ça. Nous, on va exploiter le territoire dans les bornes que le ministère, dans les barèmes, dans le cadre de référence que le ministère va bien vouloir nous donner. Oui. Concrètement, qu'est-ce qui changeait, là? Qu'est-ce qu'on demandait aux campeurs d'ajuster sur leur terrain? Bien, si on prend le premier cadre qui a été contesté immédiatement par ZEC Québec en 2014, c'était complètement un camping comme un camping commun qu'on connaît, un camping ici, un camping municipal. On retire les équipements après chaque année de camping. Après chaque saison, quand l'hiver arrive, on quitte. Oui, mais ça, c'est une des plus grosses, des plus grosses difficultés qu'ils ont rencontrées qui venaient pas à s'entendre parce que ça, c'était très contraignant pour les campeurs. Puis ça, on peut le comprendre. Mais tu sais, il y a eu de nombreuses choses. Mais malgré le nouveau cadre, si les gens se conforment, on ne sera plus rendu là. Oui, il y a des campeurs qui devront faire des installations, modifier des installations pour répondre aux normes que Frédéric pourra peut-être énumérer un petit peu tout à l'heure. Oui. Le cadre a été assoupli. T'sais, de 2015, on a eu ces premières lettres-là, mais ça a pris, il y a eu la COVID, il y a eu plusieurs choses hors de notre contrôle. Ça a été retardé, d'ailleurs. On a donné une période de flexibilité aux campeurs, aux équipes de direction des ZEC à travers le Québec. Mais ce qui est arrivé, c'est au mois d'octobre 2023, le ZEC Québec a dit « Le temps est échu, maintenant, voici le cadre, vous devez rentrer dedans ». Monsieur Guérin, je vous demanderais, qu'est-ce qui change justement pour les campeurs à partir de 2023? Qu'est-ce qu'on leur demande?
En 2023, ça a été, la ZEC a reçu un dernier avis disant que c'était le temps, il y avait eu assez de temps qu'il fallait se conformer. Alors, en 2024, le conseil d'administration a fait de multiples démarches. Il y avait une chose que le conseil voulait encore, c'était toujours un peu de négocier certains assouplissements. Le conseil a essayé d'avoir des assouplissements pour les poêles à bois, les fils d'un mur, l'isolation. On a toujours essayé d'avoir eu des assouplissements. Il y a des tractations qui se faisaient par derrière avec le ministère et les fonctionnaires. Là. Effectivement, le travail a été colossal dans la dernière année. C'est des échanges qui étaient quotidiens, soit Frédéric ou nous au conseil d'administration, soit avec ZEC Québec ou au ministère. Mais comme je vous dis, c'est quand on travaille avec des entités comme ça, des organisations comme ça, bien, c'est souvent, ça demande un certain laps de temps à avoir de réponse. Donc, effectivement, le travail a été colossal fait dans la dernière année. Puis au niveau de la réunion du 12 qu'on discutera tout à l'heure. 12 mars, la semaine prochaine. 12 mars, oui. Ouais. Bien là, on en fera un bref descriptif. On verra aussi qu'est-ce qui a été fait par votre conseil d'administration, qu'est-ce qui a été fait par votre direction générale. Mais tu sais, il faut pas douter du travail qui a été fait par rapport à ce que... Oui. Les efforts sont là. Oui. Puis tu sais, vous savez qu'on a un très beau plan stratégique sur 5 ans. Je comprends. On va y revenir, Dominique. Je veux que vous me disiez, Frédéric, justement, là, c'est quoi les 4 grandes catégories là, que les gens doivent se conformer, changer pour que leur roulotte soit conforme et qu'on garde l'accès au territoire? Dans le fond, il y a 2 choses. Il y a le règlement sur les ZEC, de l'article 25.3 qui dit 4 choses. L'équipement doit être de camping, mobile, temporaire, non attaché au sol. Fait que ça, c'est les grandes règles. Par la suite, le ministère est venu faire un annexe, est venu baliser ces normes-là. Dans le fond, qu'est-ce que ça dit, les balises? Ça dit, bon, bien, dans le fond, la superficie des accessoires, véranda, cabanon, ne doivent pas être plus grands que la superficie de la roulotte. Superficie accumulée, là. Superficie accumulée de la roulotte, les annexes et tout. On prend tout ça en considération. Okay. Fait que si ta roulotte, elle a 100 pieds carrés, tu peux pas avoir plus que 100 pieds carrés de véranda puis de cabanon. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut valider la mobilité de l'équipement. Il faut que la roulotte, elle soit déplaçable. C'est-à-dire, il faut qu'elle ait des roues, il faut qu'elle ait des lumières, il faut qu'elle soit plaquée. Il faut que, quand on recule un camion, on pine la roulotte, on peut partir avec. Oui. Mobile, temporaire, non attaché au sol. La roulotte ne peut pas être vissée au sol. Elle ne peut pas avoir des pieux. Elle ne peut pas avoir un toit par-dessus. Puis, tu sais, il faut qu'elle soit mobile. Fait que ça, si ça respecte ça. L'autre affaire, il est venu encore préciser d'autres choses. Il est venu préciser à l'intérieur des vérandas, cabanons, qu'on appelle les accessoires, pas d'isolation, pas de fil d'un mur, puis pas de poêle à bois. Pour pas que ça devienne, en quelque sorte, une résidence secondaire. Bien, ce qu'ils veulent pas, nécessairement, le ministère, c'est pas que ça devienne des chalets déguisés. Exactement. C'est ça qu'ils veulent pas avoir. Il faut que le camping demeure un camping sur une ZEC. C'est ça qu'ils veulent. Donc, on arrive à l'été 2024. La date butoir administrative approche à grands pas. L'urgence se fait sentir autant au niveau du conseil d'administration que dans la population de campeurs. Il faut le dire, par contre, là, il y a beaucoup de campeurs, ou la majorité même, décident de jouer le jeu, mettre la main à la roue et disent « on va se conformer ». Pas de grands réfractaires, là. Il n'y a pas eu de grands réfractaires. Dans le fond, là, le conseil d'administration avait une seule et unique chose, c'était d'avoir des assouplissements. Il a multiplié les rencontres avec le ministère, les lettres avec le ministère, autant... De par tous les moyens, le conseil a essayé de faire changer le ministère d'avis, oui. Puis il n'a pas été capable. Bon, ça, c'est une chose. L'autre affaire, c'est qu'on a suivi ce que le ministère nous a demandé à la lettre. Faire l'inventaire, ensuite de ça, envoyer les avis. On a fait exact... Puis ça, c'est tout balisé dans le guide. Qu'est-ce que tu dois faire? Fait que la ZEC a tout fait les étapes. Puis à la fin, quand les gens, on a fini l'inventaire, on a envoyé les avis aux campeurs, bien, nous, là, on n'avait pas pris en considération, quand on est allé faire l'inventaire, on n'a pas pris en considération l'isolation des murs, les fils, parce que la majorité des gens, le véranda, quand on est allé dans la semaine, le véranda cabanon était fermé. Oui. Fait qu'on n'était pas capable. Fait qu'on a envoyé une lettre à tout le monde en disant, bien, ce qu'on a vérifié, nous autres, c'est la superficie des équipements, puis la mobilité de l'équipement, mobile temporaire non attaché au sol. Fait que les gens qui ont reçu une lettre de conformité, c'était une lettre de conformité sur vos critères. Sur nos critères, c'est-à-dire le 1 pour 1. Mais le ministère, lui, est plus strict. Mais le ministère est plus strict. Il voulait, en plus, même si nous, on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas été capable de rentrer dans un cabanon,
Quand tout est barré, Oui. ben, on n'est pas capable d'aller à l'intérieur. Et le ministère a dit, nous, on envoie des équipes sur le terrain, Oui. on va faire les évaluations Oui. selon notre cadre. Exactement, c'est ce qu'a fait le ministère. Et là, c'est là où, bien, selon nous, quand on a fait cet inventaire-là, nous, il y avait quand même 65 des gens qui étaient conformes à la règle du 1 pour 1, puis sur la mobilité mobile temporaire non attachée au sol. Oui. Puis on a écrit aux gens en leur disant, ça se peut, on n'a pas vérifié les fils d'un mur, l'isolation puis les poêles à bois. Mais ça se peut que là, suite au ministère qui viennent, bien, ça se peut que les règles changent. Et là, les règles ont changé. Arrive la conclusion tout récemment. Vous vous faites annoncer, déjà au début du mois de janvier 2025, un avis potentiel de non-renouvellement de votre droit de commerce. Et là, dans la dernière semaine, qu'est-ce qui arrive? Bien, le ministère a adressé une lettre au président en leur disant, bien, on va perdre notre droit de commerce au 31 mars. Donc, c'est ce qui va arriver. On va perdre le droit de commerce des campeurs. C'est sûr qu'on ne reste pas les mains attachées. Le Conseil continue les négociations avec le ministère et avec ZEC Québec. On sait que le ministère est en pourparlers avec ZEC Québec pour peut-être trouver des allègements. On n'a pas les conclusions encore. Est-ce qu'on les aura le 12? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a une fenêtre encore qui est potentielle? Là? La fenêtre potentielle, c'est seulement que si la majorité ou la totalité des campeurs se conforment en mai et en juin 2025 de cette année, la ZEC pourrait retrouver son droit de commerce. Fait que dans le fond, ce que nous, bien, pas moi, mais ce que le Conseil demande aux campeurs, c'est... Puis, tous les campeurs là, qui ont reçu une lettre nous ont écrit. 100 des gens ont mentionné qu'ils allaient se conformer en mai et en juin. C'est une bonne nouvelle, tout le monde veut se conformer. Puis je pense que le Conseil veut aider. Dominique va pouvoir en parler. Fait que la seule fenêtre qu'on a, c'est conformez-vous en mai-juin. Le ministère va venir faire un inventaire. Puis si la majorité des campeurs sont conformes, on va retrouver notre droit de commerce. La semaine prochaine, le 12 mars, vous organisez une assemblée d'information. Il y a une représentante du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques qui se déplace à Baie-Saint-Paul. Oui. Elle vient vous rencontrer. Ça sert à quoi, cette rencontre-là? Bien, c'est une rencontre d'information. Il faut faire attention, ce n'est pas une assemblée, il n'y a pas de prise de décision qui vont être prises là. C'est pour informer les membres, puis en même temps, les membres qui ont des questions pourront les poser, puis obtenir des réponses autres que de leur conseil d'administration. Comme on disait tantôt, le ministère tire les ficelles via son cadre de référence. Oui. Pour revenir à la fenêtre d'opportunité qu'on a de retrouver notre droit de camping au mois de juin, nous, c'est sûr, c'est la direction qu'on va prendre. Comme Frédéric dit, on a reçu la lettre du ministère comme de quoi le droit de commerce allait être enlevé au 31 mars, mais ça ne met pas un stop à tous nos efforts qu'on a mis. C'est pas vrai qu'on va arrêter là après tous les efforts que le conseil d'administration et la direction générale ont pu mettre dans la dernière année. La journée du 12, c'est une soirée informative. On va informer les membres, on va faire l'historique de quand ça a sorti, qu'est-ce qui s'est fait. Qu'est-ce qui s'est fait en 2003, qu'est-ce qui s'est fait en 2014, qu'est-ce qui s'est fait en 2015, 2016, 2017, 2018, jusqu'à aujourd'hui. Mais nous, on va pouvoir vous parler plus à partir de ce qui s'est fait de 2024. Vous allez voir, la liste est assez impressionnante des actions qui ont été entreprises soit par la direction ou par le conseil d'administration. En 2024, on n'a pas chômé et en 2025, ça continue toujours. On est sur le dossier. Cependant, pour la fenêtre d'opportunité, c'est sûr que le conseil d'administration, on sollicite nos membres campeurs à se conformer. Oui. Parce que comme, oui, on a essayé d'avoir des allègements, mais clairement, le cadre, il est là pour rester. Donc, il faudra apprendre à vivre avec. De toute façon, c'est plus facile pour le ministère d'enlever le droit de commerce pour l'ensemble d'un camping que de faire de la gestion de cas par cas. Il faut comprendre qu'il n'y aura pas de gestion de proximité. Là. Tout le monde va passer par la même voie. Là. On regarde la volonté du groupe de façon générale. Effectivement. Mais ce que je veux m'assurer, Mathieu, oui, si tu me permets, c'est que dès qu'on va avoir accès, quand les neiges auront fondu, puis qu'on aura accès, puis que les gens auront la volonté de se conformer, bien, le conseil d'administration, l'équipe de direction, les gens, tous nos employés au niveau de la ZEC, on va être sur le terrain, on va faciliter ça à tout le monde, que ce soit par... On a plusieurs choses, plusieurs initiatives là, qu'on va mettre en place pour faciliter la voie de passage à tout le monde, pour que ça soit plus facile. On est conscient qu'il y a des personnes qui sont plus âgées, peut-être vont avoir besoin de plus d'aide, mais on va accompagner tout le monde là-dedans. Le but, c'est que tout le monde puisse jouir encore d'un terrain de camping aménagé avec un contrat à l'année et puis que les installations qui seront conformes pourront rester là sur le terrain comme c'est présentement.
Frédéric Guérin, vous êtes rentré en poste au printemps dernier. Dominique Marcotte, nouvellement président du conseil d'administration. Je vois que vous avez un beau défi devant vous. On vous souhaite bonne chance pour la suite et puis on va suivre ce dossier-là avec beaucoup d'attention. Bonne journée à vous. Parfait, merci. Le centre de plein air Les Sources Joyeuses de la Malbaie s'est refait une beauté au cours des derniers mois. Des investissements de plus d'1 demi-million de dollars ont été réalisés dans les infrastructures de l'organisation pour pérenniser son fonctionnement. On a investi 560 000 $, dont une surfaceuse neuve. Une fameuse dameuse. Dameuse qu'on appelle. On appelle surfaceuse. Après ça, faire le chalet principal, tout le dehors. Chalet d'accueil pour les visiteurs. Ouais. Après ça, au point de vue de vélo de montagne, on est au-dessus de... On a fait, je pense, 6 km de plus que d'habitude. Pour l'été, les cyclistes qui viennent. L'été, ça fait 3 ans qu'on est ouvert au point de vue cycliste. Qu'on a ouvert le vélo de montagne. Après ça, le site Internet, les vidéos, tout le kit, on a tout changé. Plusieurs partenaires financiers ont contribué à cette cure de rajeunissement. On a eu l'ATR pour 150 000 $. On a eu la Caisse populaire pour 75 000 $. Puis on a eu la MRC pour 100 000 $. Le reste, la Ville nous a fourni de l'argent pour faire le centre, 120 000 $. Fait que le reste, nous autres, on a emprunté, on a fourni 97 000 $. On a emprunté 50 puis on avait 45 000 $, mettons, de cash, caché par année. C'est comme ça que ça a fonctionné. Michel Truchon estime que le centre de plein air pourra fonctionner plus efficacement au cours des prochaines années grâce aux sommes investies. Ce qu'on avait comme, mettons, machinerie, appelle-le comme tu veux, comme dameuse, c'était en 1993. OK? Fait que 1993 à 2021, 22, ça fait loin. On t'a dit pour un petit renouveau. Oui, puis en plus, il y a un hiver qu'on a brisé au moins. On a fermé le centre au moins 7-8 fois en cause de la dameuse. L'année dernière? L'année dernière, avant. C'est pour ça qu'il fallait absolument changer puis trouver des investisseurs pour acheter une dameuse neuve. Fait qu'on a eu 560 000 de projets. Fait que tout était fait. Tout est fait pour au moins une vingtaine d'années que le centre reste. Avec la surfaceuse, c'est bon pour... La dameuse, excuse, c'est bon pour 20 ans au moins. Le président du conseil d'administration rappelle que les Sources Joyeuses sont implantées dans la région depuis plusieurs décennies et qu'elles attirent un nombre important de visiteurs. Ça fait 35 ans. 35 ans que c'est ouvert, mais c'était pas comme ça, c'était tout petit. Puis il n'y avait pas grand-chose. Fait qu'on a monté le ski de fond, si t'avais 15 km de ski de fond, c'était beau. Puis vous êtes rendu à combien maintenant? On est rendu à 42 km en classique, puis on est rendu à 22 en skate, en pas de patin. Si on a monté petit à petit, c'était beaucoup de bénévoles qui ont tous monté ça, là. OK? Comme moi, ça fait 33 ans que je suis président comme bénévole. Fait que j'ai travaillé là-dedans au bout. Au cours de la semaine de relâche scolaire, le centre de plein air organise également une journée porte ouverte pour les petits et les grands. La porte ouverte pour les familles, ça existait depuis... ça doit faire 30 ans que ça existe. On avait monté ça pour le monde du coin. Les enfants de moins de 12 ans ne payaient pas. Fait que ça amenait le monde, puis... En tout cas, c'est ça. Fait que là, on a continué d'année en année, puis ça a grossi. Comme là, on a des jeux gonflables, on a plein de toute façon des hot dogs, toutes les quêtes. C'est pour profiter au moins de faire connaître aux jeunes ce qui se passe aux sources. Et des faire bouger? Et oui, surtout de les faire bouger. Parce que cette heure, dans mon temps, on m'a dit, comme on dit, ils chicanaient pour qu'on rentre, puis là, ils chicanent pour qu'ils sortent. Pour obtenir davantage d'informations, la population est invitée à consulter le site web de l'organisation.
En cette semaine de relâche du mois de mars 2025, plusieurs familles de la région ont eu la chance d'assister à une journée scientifique organisée par le service de culture et loisirs de la ville de Baie-Saint-Paul. Aujourd'hui, c'est notre duo Bébête Fusée. Donc, on a une partie de l'activité avec 7 beaux animaux, comme celui que j'ai sur mon épaule. Puis, on a des activités que c'est de décorer leur fusée et de faire décoller leur fusée. Décollage! Une thématique scientifique, c'était quelque chose que vous souhaitiez mettre de l'avant? Oui, bien, on aime ça. On sait que les enfants aiment ça. C'est pas la première fois qu'on en fait. Il y a quelques années, pour un Halloween, j'avais fait venir des bibites effrayantes. À l'Halloween de cette année, on avait fait là, des espèces de vols de soupe de sorcières qui faisaient chimiquement, qui faisaient des réactions de toutes les couleurs. Donc, on sait que les enfants aiment ça. Il y a de quoi de vraiment passionnant puis captivant là, avec... c'est un peu magique, dans le fond, les réactions chimiques, parfois. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ma ballonne? L'atelier a permis de stimuler l'intérêt des jeunes et des moins jeunes en misant sur l'apprentissage. Du gaz carbonique, absolument. Puis là, ben, notre gaz carbonique, qui est fait par notre bicarbonate de soude et notre vinaigre, ben, il ne peut pas vraiment se sauver. Pour la partie des animaux, on a 7 beaux animaux aujourd'hui que les jeunes vont pouvoir caresser, puis on va leur parler un petit peu de leur mode de vie, d'où est-ce qu'ils vivent habituellement, puis de leurs moyens de défense ou des petits trucs intéressants sur chacun de nos animaux. Regardez les couleurs de son corps. C'est comme un léopard. Oui, il va vivre dans le désert. C'est pour ça qu'il y a des taches. La Boîte à sciences, un organisme pédagogique de la région de Québec, a rendu possible la tenue de l'événement. On est une OBNL qui est située à Le Bourgneuf, à Québec, puis on est membre du réseau Technosciences. On fait des animations scientifiques dans les écoles, dans les camps de la relâche. Aussi, on participe au camp d'été. On a plein de trucs. On a des anniversaires scientifiques. Marie-Stéphanie Fradette explique que la mission de son organisation est basée sur le développement de la curiosité scientifique des enfants, tout en mobilisant leurs compétences existantes. Notre fusée, elle va vers où? En haut. En haut. Le feu, il va vers le bas, puis la fusée, elle va vers le haut. Pourquoi? De réussir à se comprendre, de partager l'information, aussi d'éveiller la curiosité. Nous, la Boîte à sciences, c'est surtout d'éveiller la curiosité par le jeu. C'est crucial, c'est nos citoyens de demain. On veut s'assurer que nos gens ils connaissent la science, qu'ils sont éveillés, qu'ils sont curieux, qu'ils sont ouverts à découvrir de nouvelles choses. C'est notre mission à la Boîte à sciences. Pascal Pelletier estime que les 2 séances d'atelier se sont avérées un grand succès. Dans le fond, on ne peut pas être plus que 30 enfants à la fois, on comprend, pour l'animation. Donc, j'avais booké la journée au complet, parce que c'est quand même 2 grosses activités de 2 heures complètes. Là. Donc, ce matin, j'avais 30 enfants, cet après-midi, j'en ai 30 aussi. Là. On est full, c'est dommage, il a fallu refuser des gens. Là. Ça fonctionne vraiment bien. La ville de Baie-Saint-Paul a également organisé une foule d'autres activités pour la relâche scolaire. Il va y avoir des disco-patins, il va y avoir un film à la bibliothèque, il va y avoir... on a fait une glissade là, derrière la polyvalente, bien sûr. Il y a toujours là, les sentiers de glace, il y a des bains libres spéciaux, il y a les jeux gonflables mis dans... Il y a toutes sortes de petites affaires. Dans le fond, tout est sur le site de la ville, hein, www.baiesaintpaul.com. Il y a vraiment la programmation complète. Les activités organisées par la ville se tiendront jusqu'au dimanche 9 mars 2025.